Alors aujourd'hui, on se penche sur une collection de documents assez éclectique, mais vraiment fascinante. Oui, et très varié, hein. Exactement. Le sujet, c'est l'apprentissage du français au quotidien. Et là, on a de tout. Ah oui, on a des guides très officiels, des dialogues de la vie de tous les jours, des listes de vocabulaire. Et même des leçons de grammaire très pointues. La mission, en fait, c'est de voir s'il y a une logique, un chemin qui se dessine à travers tout ça. Mhm. Comment est-ce qu'on passe de bonjour, je m'appelle à la capacité de, je sais pas, raconter ses vacances? On va essayer de trouver le fil rouge. Ce qui est frappant d'entrée de jeu, je trouve, c'est le grand écart entre les sources. C'est vrai. D'un côté, on a cette boîte à outils très sérieuse, très structurée du Conseil de l'Europe, qui est conçue pour les réfugiés. C'est l'apprentissage en mode survie, quoi. D'accord. Et de l'autre, on a des dialogues beaucoup plus légers, presque anecdotiques. Une conversation à la boulangerie, une promenade en forêt, Des situations banales, mais... mais tout aussi essentielles. Ça montre bien que l'apprentissage est tiraillé entre des besoins vitaux et le quotidien. Alors, comment on va aborder ça? Je propose qu'on commence par les fondations, ce que les sources appellent les fonctions de communication. D'accord. Ensuite, on verra comment on construit le récit d'une journée type. Après, on s'arrêtera sur des scénarios concrets. Et pour finir, on regardera la mécanique qui permet de passer au niveau supérieur, le récit au passé. Parfait. Alors, allons-y pour ces fondations. Ce document du Conseil de l'Europe, il n'est pas organisé comme un dictionnaire. Il parle de fonctions. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Ça veut dire que l'approche est profondément pragmatique. C'est-à-dire, avant de savoir construire une phrase parfaite, Il faut pouvoir survivre à une interaction. Et la première fonction, la plus fondamentale, c'est l'expression personnelle. donc se présenter. Je m'appelle, moi c'est... Oui, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin et c'est ça qui est intéressant. Il y a une section entière sur exprimer des émotions et des sentiments. C'est vrai, ça m'a marqué. Des phrases comme «je suis triste», «ça me fait peur» ou «j'espère que». On pourrait penser que c'est un luxe au début. Mais pas du tout. C'est peut-être la première chose dont on a besoin. Être capable de dire qu'on est inquiet ou qu'on est heureux. C'est de la survie communicationnelle. C'est un besoin humain fondamental en fait. Exactement. Et le document est très honnête sur sa méthode. Il est plein de ce qu'il appelle des phrases toutes faites. L'idée, c'est d'équiper la personne avec des formules prêtes à l'emploi pour gérer des situations tout de suite. Mais alors je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ces phrases toutes faites? Le risque de former des perroquets? Des gens qui peuvent répéter, c'est formidable, mais qui sont incapables de former leur propre pensée. C'est une excellente question. C'est le débat classique entre l'approche communicative et l'approche grammaticale. Mhm. La perspective de ce guide, c'est que la confiance précède la compétence. En donnant à quelqu'un la capacité de dire « excusez-moi » où se trouve la gare, on lui donne un outil qui fonctionne immédiatement. Ça crée une victoire, ça réduit l'anxiété. Tout à fait. Et ça ouvre la porte à plus d'interactions. La grammaire, elle viendra après, pour expliquer pourquoi la phrase est construite comme ça. Et puis, il y a aussi tout le volet relations sociales. Merci, pardon, bonjour. Voilà, ce sont des scripts sociaux, on n'y pense même plus, mais ce sont aussi des phrases toutes faites. Des scripts sociaux. J'aime beaucoup cette idée. C'est vrai que quand j'entre dans une boulangerie, je ne réinvente pas ma façon de demander du pain. J'active un script. C'est exactement ça. Donc que ce soit pour un besoin existentiel ou pour acheter une baguette, l'outil de base, c'est le même. Une phrase préconstruite. L'une sert la survie existentielle, l'autre la survie sociale. Mais le principe est identique. D'accord, donc on a ces briques de survie. Mais on ne peut pas passer sa vie à ne dire que des phrases toutes faites. Comment on passe à la suite? Et là, plusieurs sources semblent obsédées par une chose, le récit de la journée type. Pourquoi c'est si central? Parce que raconter sa journée, c'est le premier véritable acte narratif qu'on maîtrise dans une langue. Ah oui, C'est le moment où on passe de phrases isolées à un enchaînement logique. Et le matin, comme le montrent les sources, c'est le royaume d'un phénomène grammatical très français, les verbes pronominaux. ah oui, cette manie du «ce» partout. Je me réveille, je me lève, je me lave, je m'habille, c'est quelque chose qui déroute beaucoup d'apprenants. On me le dit souvent. On a l'impression que le français est une langue très égocentrée. On pourrait le voir comme ça. Mais c'est surtout une façon de préciser que l'action est dirigée vers le sujet lui-même. C'est une logique interne à la langue. Et ça crée une routine, un rythme. Oui, une structure narrative très forte pour commencer une histoire. Et après ce rituel, on arrive au fameux petit déjeuner. Les sources citent l'éternel croissant, la tartine. C'est un peu un cliché, non? Est-ce que ça reflète vraiment la réalité du petit déjeuner français d'aujourd'hui? C'est un peu un cliché, oui,
mais c'est un cliché culturellement très fort. C'est une image d'Épinal, utile pour l'apprentissage parce qu'elle est très visuelle. D'accord, je vois. Mais vous avez raison, la réalité est plus diverse. Le point important, c'est que les sources structurent la suite de la journée de la même façon. Des actions, des lieux et surtout des rituels sociaux. Comme la pause déjeuner ou la pause café. Une source insiste beaucoup là-dessus en disant que c'est une tradition sociale. Et c'est un point crucial. Dans certaines cultures, le déjeuner, c'est 15 minutes devant son ordinateur. En France, traditionnellement, non. C'est une vraie coupure. C'est un moment d'échange avec les collègues. Apprendre le mot réunion, c'est important, mais comprendre le rôle de la pause café, c'est comprendre une partie de la culture du travail. La langue s'ancre dans le social à ce moment-là. Voilà. Et le soir, on retrouve à la même logique. Rentrer chez soi, préparer le dîner. C'est un squelette narratif complet. Un squelette narratif, c'est exactement ça. Et une source donne un conseil. Répétez ces phrases à voix haute pour que ça devienne un automatisme. C'est le passage de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Quand on n'a plus besoin de réfléchir à comment dire sa routine, on peut commencer à y ajouter des détails, des émotions. Et la transformer en une vraie histoire. C'est ça. Alors justement, mettons un peu de chair sur ce squelette. Comment ça se traduit dans une situation réelle, concrète? Les sources nous donnent des dialogues. Et il y a le classique absolu, la boulangerie. L'interaction française par excellence. Le dialogue de Podcast Français Facile est un modèle du genre. C'est plus qu'un dialogue, c'est une chorégraphie. J'imagine la scène, le client arrive. « Bonjour, je voudrais 3 croissants ». La vendeuse répond « Oui, ça sera tout ». Le rythme est parfait. Chaque réplique à sa place. Je plains le touriste qui essaierait de demander si le pain est sans gluten et qui ferait dérailler toute la performance. C'est exactement ça. C'est une performance sociale. Et si on y réfléchit, on revient à ce qu'on disait au début. Aux phrases toutes faites. Oui, ce dialogue, c'est une série de phrases toutes faites. C'est un script. Maîtriser ce script, c'est réussir son intégration sociale à petite échelle. Et la liste de dialogues FLE le montre bien. Il y a un script pour la poste, un pour la gare, un pour le médecin. Chaque lieu a son propre code. C'est fascinant ce lien entre le guide pour réfugiés et la boulangerie du coin. Mais tous les échanges ne sont pas aussi transactionnels. Non, heureusement, on a aussi des dialogues de promenade. Ah oui, tirés de vidéos YouTube. Là, l'ambiance est très différente. Oui, on passe du transactionnel au descriptif, relationnel. Les phrases changent. Quelle belle journée pour faire une balade, pourquoi les feuilles sont oranges et rouges. On n'est plus dans le besoin, mais dans le partage d'une expérience. On observe le monde ensemble. Même une petite phrase comme « Attention de ne pas glisser », c'est un acte de prendre soin de l'autre. Et il y a cette nuance subtile relevée par une source entre promener son chien et se promener. Un petit pronom qui change tout. Il indique encore une fois si l'action est dirigée vers l'extérieur ou vers soi-même. C'est un détail qui illustre parfaitement la richesse de la langue. Et puis, il y a le cas ultime de la langue comme outil. Le voyageur. Le lexique de Le Baobab bleu, c'est une vraie boîte à outils pour celui qui bouge. Réserver une chambre, acheter un billet d'avion, la carte d'embarquement. Le quai. Là, on voit bien que le vocabulaire n'est pas appris pour le plaisir. On apprend le mot quai parce que si on se trompe de quai, On se trompe de vie pour les prochaines heures. Chaque mot est directement lié à une action, à une conséquence. Le langage devient un outil de navigation. que ce soit pour exprimer sa peur, acheter son pain ou trouver son train. Le but final est le même, utiliser la langue pour faire quelque chose. Bon, tout ce qu'on a décrit jusqu'ici, ça se passe principalement au présent. C'est comme si on était coincé dans une journée qui se répète à l'infini. Mhm. Or, pour raconter une histoire, une vraie, il faut pouvoir parler de ce qui s'est passé avant. Et là, toutes les sources convergent vers une montagne grammaticale, le passé composé. C'est le passage obligé. La clé qui déverrouille le récit. Sans lui, pas d'anecdote, pas de souvenir. Pas d'histoire personnelle. Exactement. Le principe est bien expliqué. C'est un temps composé, donc deux parties, un auxiliaire, être ou avoir au présent, suivi du participe passé. Et c'est là que les ennuis commencent. Choisir entre être et avoir. C'est le premier grand rite de passage. Les sources parlent de cette fameuse liste, la maison d'être. Oui, une quinzaine de verbes qui fonctionnent avec être. La fiche Planète Chouleux les liste, aller, venir, entrer, sortir, Attendez. naître, mourir. Mais en fait, en vous écoutant les citer, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Ah oui? Ce n'est pas une liste au hasard. C'est l'histoire d'une vie. On naît, naître,
On arrive, arriver, on monte, monter, on descend, descendre, on part, partir, et on meurt, mourir. C'est un récit en soi. C'est une façon absolument brillante de le voir. C'est ça le fil logique, non? Je n'y avais jamais pensé comme ça. Mais oui, ça donne un sens narratif à une règle de grammaire. C'est tout à fait ça. Ce sont les verbes du mouvement fondamental du parcours de l'existence. D'accord. À cette liste, il faut ajouter une autre catégorie très importante qui prend être. Tous les verbes pronominaux. Je me lève devient je me suis levé. Et pour quasiment tout le reste, c'est avoir. J'ai mangé, j'ai lu. En gros, oui. Mais le puzzle ne s'arrête pas là. Il y a cette autre subtilité qui fait la réputation du français, foula, la règle de l'accord du participe passé. La fameuse règle. Elle semble compliquée, mais elle suit une certaine logique. Avec être, c'est simple. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est partie, on ajoute un E. D'accord. Avec avoir, la règle de base, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Elle a mangé. Sauf. Sauf si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. L'exemple d'école. La tarte que j'ai mangée, manger avec un E parce que la tarte est féminin est placé avant. C'est ça. C'est le genre de détail qui peut sembler un peu pervers, mais qui montre à quel point la structure de la phrase est importante en français. Et c'est cette mécanique qui permet de construire le récit. Tout à fait. Le passé composé est parfait pour raconter une succession d'actions. La routine du matin qu'on décrivait au présent devient une histoire terminée. Je me suis levé, j'ai bu mon café et je suis parti travailler. Voilà, on voit l'enchaînement, le début et la fin. On passe de la description d'un cycle à la narration d'un événement unique. La langue prend soudain une nouvelle dimension, la dimension du temps. Donc, si on récapitule le chemin qu'on a tracé, il y a une progression assez claire. On commence par des phrases de survie, Pour les besoins de base, oui. puis on construit le squelette de la routine au présent. Ensuite, on apprend les scripts sociaux, les situations concrètes. Hmm. Et enfin, avec le passé composé, on obtient la clé pour transformer tout ça en récit personnel, en histoire. C'est une excellente synthèse. Ces documents mis bout à bout nous disent quelque chose de fondamental sur l'apprentissage. Il faut à la fois mémoriser des scripts, des phrases toutes faites pour être efficace, Et se sentir en sécurité? oui. Et en même temps, il faut comprendre la mécanique, la grammaire, qui permet de démonter ces phrases et d'en construire de nouvelles qui nous appartiennent. C'est ce va-et-vient entre l'imitation et la création. Exactement. On apprend « je voudrais un croissant » par cœur, mais on apprend la structure du passé composé pour pouvoir un jour inventer la phrase « Hier, le croissant que j'ai mangé était tellement bon qu'il a changé ma journée ». On a beaucoup parlé des outils pour construire des phrases, pour raconter sa propre histoire. Mais en conclusion, je me demande, si on ne peut pas inverser la perspective, C'est-à-dire? savoir que la langue française est structurée comme ça, avec les verbes pronominaux pour la routine, les scripts pour le social, le passé composé pour le récit, ça ne change pas seulement notre façon de parler. Ah, je vois, vous voulez en venir. Ça devrait transformer radicalement notre façon d'écouter. Chaque conversation qu'on surprend dans la rue, chaque annonce dans le métro, Chaque dialogue dans un film. devient une démonstration en direct de ces mécanismes. La question n'est alors plus seulement « comment puis-je parler ?», mais comment est-ce que tout ce que j'entends peut devenir ma prochaine leçon ? Bonjour et bienvenue. Qui n'a jamais rêvé de commander son croissant à Paris sans le moindre bégaiement? Bon, alors, on va oublier un instant les cours de français un peu trop scolaires. Aujourd'hui, on se penche sur une véritable feuille de route, une méthode pour avoir de vraies conversations, et ce, dès le premier jour. Allez, c'est parti. Spontanément, on pense à des choses comme « un café s'il vous plaît » ou bien « où est la tour Eiffel ?» Mais et si les mots les plus importants, ceux pour vraiment créer du lien avec les gens, étaient complètement différents? Honnêtement, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. Ok, donc la toute première étape de ce voyage, c'est de construire les fondations. Et pour ça, la clé, c'est d'abord d'apprendre à parler de soi. Et voilà le secret en fait. Avant même de penser à demander son chemin, il faut savoir dire qui on est. C'est en exprimant sa propre identité qu'on arrive à créer une connexion authentique. C'est une approche qui a fait ses preuves et qui met l'accent sur le fait de trouver sa place dans cette nouvelle langue. Regardez ça, c'est tout simple, mais c'est incroyablement puissant. Au lieu de juste balancer un « je m'appelle », on a des outils pour être sûr d'être bien compris. Le nom est un peu compliqué à prononcer? Hop, on l'épelle. On se trompe sur la prononciation? Pas de souci, on corrige gentiment. Tout de suite, la communication devient plus personnelle et surtout, beaucoup plus efficace. Parce qu'une conversation, ce n'est pas juste un échange d'infos, c'est aussi et surtout un partage d'émotions. Savoir dire « c'est formidable » ou à l'inverse « je suis triste », c'est ça qui rend la communication vraiment humaine.
Avec juste ces quelques petites phrases, on peut déjà exprimer tout un tas de sentiments et vraiment prendre part à la vie quotidienne. Bon, maintenant qu'on a les bases pour parler de soi, il est temps de remplir notre boîte à outils pour aller explorer le monde extérieur. Voyons ensemble les indispensables pour passer à l'action. Imaginez un peu le tableau. On débarque à la gare, on doit trouver son hôtel, on rêve déjà d'aller à la plage. Tous ces lieux, ce sont les décors de nos futures aventures. Connaître leur nom, c'est un peu comme avoir la carte du terrain en main. Ça permet d'explorer beaucoup plus sereinement. On a les décors, c'est bien, mais il manque l'action. Pour que nos phrases prennent vie, il leur faut un moteur. Et ce moteur, ce sont les verbes. Ce sont eux qui vont nous permettre de bouger, d'interagir, de faire des choses, tout simplement. Alors là, on touche au b.a.-ba du voyageur, les verbes de mouvement. Pensez-y une seconde. Aller, venir, entrer, sortir. Rien qu'avec ces 4-là, on peut déjà raconter tout un petit périple et se faire comprendre dans une majorité de situations. C'est énorme. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. On a nos bases, on a notre boîte à outils. Il est grand temps de voir comment tout ça s'articule dans la vraie vie. Ah, la boulangerie. Une scène mythique que tout le monde connaît. Franchement, réussir à commander précisément ce dont on a envie, c'est une petite victoire, mais ça donne une confiance en soi incroyable pour la suite. Ici, on franchit un cap. On n'est plus dans la simple transaction, on est dans l'interaction sociale. On ne fait pas qu'acheter quelque chose, non, on propose une activité. C'est une invitation, une suggestion. La langue devient un outil pour créer et partager une expérience. Que ce soit à l'hôtel, au resto ou dans un magasin, cette petite formule « je voudrais », c'est un véritable passe-partout. C'est poli, c'est direct et ça marche à tous les coups pour exprimer un besoin clairement. Et voilà, le point le plus important, il est là. Le but n'est pas de connaître des centaines de mots par cœur, mais bien de maîtriser les bons. Avec les quelques outils qu'on vient de voir, on passe de la théorie à la pratique et on devient capable de se débrouiller dans des scénarios bien concrets. On arrive maintenant au moment crucial, celui qui fait toute la différence entre le débutant qui panique et le voyageur qui reste zen. Parce que démarrer une conversation, c'est une chose. Mais comment on fait pour qu'elle ne s'arrête pas net à la première difficulté? C'est la hantise de tous ceux qui apprennent une langue, non? On se lance, on sort sa phrase parfaitement, et là, la réponse arrive. Trop vite, trop compliqué. Et on se sent complètement perdu. Surtout, pas de panique, il y a une solution pour ça. Et voici le fameux filet de sécurité en 3 étapes toutes simples. La première, la plus importante, oser dire « je ne comprends pas ». Ça dédramatise complètement la situation. La deuxième, on demande de l'aide avec un simple « pouvez-vous répéter ?» Et la troisième, on reprend le contrôle du rythme avec « pouvez-vous parler moins vite ?» Franchement, avec ça, plus rien ne peut nous arrêter. Et c'est ça la clé. Le fait de ne pas comprendre, ce n'est pas un échec. C'est juste une étape normale de l'apprentissage. Avec ces outils, chaque moment de confusion devient une occasion de clarifier les choses, d'apprendre un mot nouveau et même de renforcer la conversation. C'est un vrai super pouvoir, en fait. Alors voilà, la feuille de route, on l'a, les premiers mots, la boîte à outils, le filet de sécurité, tout est là. Finalement, la seule question qui reste, c'est par où on va commencer? Que ce soit pour commander ce fameux croissant, pour se présenter à quelqu'un, ou simplement pour échanger un sourire, la prochaine étape est juste là, à portée de voix.